Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc sur cette nouvelle édition d'Artretien, un entretien sur tout ce qui est artistique et réflexion autour de l'art, du cinéma, mais pas que. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir monsieur Alain Brossat. Donc première question, comment allez-vous? Ça va malgré le poids des ans. Oh, quand on réfléchit, la jeunesse est éternelle. Je pense que c'est toujours important. Voilà, Bien, Et bien dit. bon, évidemment, nous commençons cette émission en ayant une grande pensée pour l'ami Peggy de la chaîne Le Rayon Décalé qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 mois. C'est aussi grâce à elle que cet entretien existe et je sais qu'elle aurait beaucoup aimé faire cet entretien, donc le dernier livre que vous avez sorti, et donc on pense fort à elle et le dialogue continue. Et je sais que de là où elle est, si voilà, quelles que soient vos croyances, elle serait, je pense, heureuse d'assister à cela. Et première chose, bon, c'est de ce livre dont nous allons parler et ouvrir dessus. Un livre qui est sorti il y a quelques semaines. Donc je montre bien, vous voyez, hop, avec l'édition. L'imaginaire colonial au cinéma. Qu'est-ce qu'un film colonial? Vaste question. Vaste question. Au-delà de la réponse d'ailleurs, qu'est-ce que ça implique aussi par rapport à notre passé, notre mémoire, le présent et des ouvertures d'avenir? Mais première chose, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, donc Alain Brossat, vous avez eu beaucoup de casquettes dans votre carrière, journaliste, enseignant, auteur, donc traducteur aussi, et philosophe. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé un peu votre riche parcours? Disons que pour l'essentiel, j'ai été prof de philo à l'université à Paris 8. Bon, c'est vrai que j'ai fait d'autres choses, plus sur les bords. J'ai commencé un peu, oui, dans le journalisme militant dans les années après 68. Après, j'ai eu une période où j'étais traducteur de l'allemand essentiellement pour gagner ma croûte, mais j'aimais bien ça aussi. Et puis, je suis un peu graphomane, alors donc je publie des livres quoi, et des articles. Et voilà, avec beaucoup de réflexion. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai un peu parcouru votre bibliographie qui est très riche. Finalement, ce n'est entre guillemets hein, que récemment que vous avez pas mal écrit autour du cinéma. Oui, tout C'est- à fait. Tout à fait. J'ai toujours eu, bien sûr, des affinités particulières avec le cinéma, mais pendant très longtemps, et je ne sais pas pourquoi, je me suis retenu d'écrire sur le cinéma, ne me sentant pas autorisé à le faire, enfin sachant pas par quel bout le prendre, disons. Et puis c'est venu tout seul. À un moment donné, je me suis mis à écrire sur le cinéma, mais dans la continuité de ce que je faisais professionnellement, c'est-à-dire de la philosophie politique. Mais j'ai commencé à saisir le fil et à comprendre qu'à partir du cinéma, on peut tirer vraiment beaucoup de choses pour réfléchir, disons, philosophiquement sur l'univers infini de la politique, la vie politique, disons. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros, mon angle d'attaque, sans que ça se réduise exactement à ça, parce que si on veut travailler sur le cinéma, il faut quand même toujours travailler sur des signes. Donc, Hmm. j'ai essayé de fabriquer quelque chose autour d'histoire de grammaire, grammaire des espèces, enfin, sans reprendre les grands débats classiques, disons, sur est-ce que le cinéma est un langage, etc. Ça m'intéressait pas beaucoup. Mais détecter des signes et voir comment ils s'agencent, comment ils s'organisent, est-ce qu'on peut en tirer ensuite en termes d'interprétation d'un contenu latent, voire d'un inconscient des films, ça oui, ça m'intéresse beaucoup. Et justement, ce nouveau livre semble être dans la continuité donc de ce que vous avez fait avant. Alors, ça a plus ou moins démarré en 2018. Vous aviez coécrit avec Jean-Gabriel Perriot ce que peut le cinéma, notamment sur la mémoire, comment appréhender les archives, et c'est hyper important, ce qui est très en lien justement avec ce que vous développez ici. Ensuite, vous êtes allé justement sur le côté philosophie et politique, sur des peuples et des films. Donc là aussi, évidemment, je pense qu'il y a des liens. Le diable est dans les détails aussi l'art technique, comment le corps est montré au cinéma, et justement ici on en reparlera, comment certains films américains, français ou britanniques, hein, pour la plupart, ont représenté le corps entre guillemets de l'autre.
donc du non occidental dans certains films, comparer l'incomparable aussi, évidemment, dont vous avez parlé chez monsieur Samir de la chaîne Microciné. Et il y a eu aussi récemment maquiller ou démaquiller le réel, justement, le cinéma en première ligne. Comment représente-t-on le réel ou pas? Ou comment ne veut-on pas des fois représenter un certain réel? Et on en reviendra ici sûrement aussi sur le comment fantasme-t-on malheureusement parfois dans certains films certaines choses. Est-ce que, alors au-delà de cette continuité, est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations au livre? Alors j'ai fait quelques petites recherches, j'ai vu qu'il y a eu déjà un livre, alors apparemment qui n'est plus édité, sur le cinéma colonial, sorti en 1975 de Pierre Boulanger, qui s'appelait De l'Atlantide à Laurence d'Arabie. Alors je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains, celui-ci. Non, il a l'air difficile. J'en ignore tout. Voilà. Il a l'air Ouais. difficile, à mon avis, il n'est plus édité depuis un petit moment. Et il y a eu ce documentaire qui est disponible sur YouTube, qui a été diffusé sur Arte, un documentaire qui s'appelle Le cinéma colonial, qui a été réalisé par deux Tunisiens, Mokhtar Ladjimi et Youssef Elftou, qui parlaient justement par rapport au regard du cinéma français, Julien Duvivier, Pépé Le Moko, par exemple, ou autres, comment la France représentait son cinéma, entre guillemets, colonial, donc qui a été censuré, grosso modo. Enfin, l'anticolonialisme tenté au cinéma a été censuré jusqu'à assez, on dire, les années 70. Oui, les films documentaires sur la guerre d'Algérie qui ont été tournés pendant la guerre d'Algérie, enfin la guerre d'indépendance des Algériens, tous ont pratiquement été censurés. Hein. Ouais. Et certains sont devenus visibles des années et des années après l'indépendance de l'Algérie. Ça, oui. Je crois que c'est René Vauthier qui a été le premier à briser la glace. Vauthier, oui, il a dégusté Vauthier, oui. Ouais. C'est un grand cinéaste, Vauthier. Ouais. Et justement, ce documentaire, donc disponible sur YouTube, vous tapez le cinéma colonial, il est gratuit, donne la parole à René Vauthier qui avait fait Afrique 50, hein, qui osait enfin dire certaines choses, enfin qui osait, comme d'autres ont tenté de le faire avant, mais lui, c'est peut-être un peu passé à travers les mailles du film. Et est-ce qu'il y a d'autres inspirations? Est-ce que c'était un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, ce livre, ou c'est venu naturellement, en fait, avec l'écriture des précédents, peut-être? C'est venu assez naturellement à travers la question de ce que j'appelle la grammaire des espèces au cinéma. C'est-à-dire comment ce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, le corps des autres est représenté, mais ici en particulier le corps de l'autre colonial. Enfin, oui, dans un contexte de colonisation ou de post-colonisation. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu de près la façon dont, dans le cinéma hollywoodien, mais aussi plus rarement, mais quand même aussi dans un certain cinéma européen, français, britannique, le corps de l'autre colonial, c'est-à-dire les Africains, les Arabes, les Asiatiques, étaient représentés. Est-ce qu'on trouvait des constants, des régularités, disons, dans ces représentations? Or, je me suis aperçu très vite, oui, que c'était le monde des stéréotypes, c'est le monde des clichés, et que donc on peut parler d'une grammaire, une sorte de grammaire des espèces. Il n'y a pas de surprise quand on commence à avoir un peu l'habitude de voir donc des films, ce que j'appelle des films coloniaux, c'est-à-dire au centre desquels la colonie, qu'elle s'avoue comme telle ou pas, est représentée, là où elle est le milieu, disons, du film. Eh bien, quand on regarde, on commence à avoir une certaine habitude de voir ces films, on regarde un film qu'on n'a encore jamais vu, on voit apparaître un certain type de personnage de subalterne colonial, on se dit, ah, là, il va se passer ceci ou cela. Et on se trompe rarement. Je veux dire, pour ce qui concerne son langage, alors il va parler un français ou un anglais défectueux, il va faire un certain type de mimique, il va bouger, il va déplacer son corps d'une certaine façon, il va s'adresser aux blancs d'une certaine façon, etc., etc. Des constantes qu'on peut repérer assez facilement de cet ordre-là qui permettent de parler, oui, d'une sorte de syntaxe, de grammaire, de ce type de cinéma, pour autant qu'ils sont en question des corps. Dans le livre, là, vous avez, vers la fin du livre, un chapitre sur la représentation des corps asiatiques, par exemple, et non, on n'a pas des corps asiatiques. On appelle à tort l'extrême-orient, c'est-à-dire l'Asie orientale. Et bon, là, c'est vraiment le monde
sophistication absolue, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que ça circule de Hollywood au cinéma français, au cinéma anglais, etc., etc. Il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a vraiment pas de surprise. D'ailleurs, l'un des exemples les plus célèbres de la représentation d'une personnalité asiatique dans un film américain, l'un des films les plus connus là-dessus, c'est par exemple Diamant sur canapé, avec Oui, la représentation de Monsieur Yanyoshi, c'était Rooney, je crois, l'acteur. Ce qui aujourd'hui, quand on le voit, quand on le découvre de nos jours, nous choque d'emblée, ce qui est normal et bien d'ailleurs. On peut montrer ça aux nouvelles générations, ça va les choquer. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Les nouvelles générations sont certainement beaucoup plus, on va dire, se rendent plus facilement compte aujourd'hui que nous, peut-être, il y a 30, 20, 30, 50 ans, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une évolution du regard qui permet du coup aujourd'hui de se rendre mieux compte des choses. non, ça c'est vrai, bien sûr, c'est vrai, mais c'est une question assez compliquée en réalité. Parce que si le regard des jeunes générations, disons, sur les corps, le corps des autres, disons, notamment le corps des autres plus foncé que les blancs, a changé, c'est aussi parce qu'on est passé, notamment à Hollywood, par une période, disons, de débriefing, de déconditionnement, qui est la période où se sont imposés progressivement les quotas, ce que j'appelle les quotas, c'est-à-dire la nouvelle règle qui fait que dans un film, n'importe quel film hollywoodien, y compris une histoire de film où on va aller sur la Lune, alors forcément, il faut que dans l'équipe, il y ait un visage asiatique, peu importe, chinois, coréen, etc., et puis, bien sûr, un black, le black de service, ça c'est obligatoire, hein. Et il faut les mettre en position, qu'ils soient plus simplement des subalternes. Ah, bien sûr, ils peuvent pas être le personnage principal, mais ils peuvent être le second, ils peuvent être un second rôle important, enfin, etc., etc. Bon, mais ça, c'est du reconditionnement. Je veux dire, c'est ça. Et ce reconditionnement s'aperçoit aujourd'hui sous Trump surprise épouvantable, il est réversible, puisque là, ce que Trump et sa bande sont en train de nous enseigner, enfin de vouloir inculquer, c'est que non, ben pas du tout, il faut revenir à la fierté blanche, et ça passe par le cinéma aussi. Donc les quotas, c'est fini. Alors il va falloir que les jeunes générations se débrouillent avec ça aussi, parce que s'il n'y a plus de quotas, ils vont plus se retrouver, enfin peut-être que on va avoir beaucoup moins d'asiatiques et de noirs africains, américains ou autres dans les films hollywoodiens, et ça quand même un choc un peu violent, quoi. On en reparlera sur l'ouverture Oui, finale, c'est intéressant d'être là-dessus. Mais évidemment, il y a cette question qui est le sous-titre de votre livre. Qu'est-ce qu'un film colonial? Et je pense qu'il faut faire un distinguo qui n'est pas facile à faire, hein. C'est pas facile à faire entre film colonial et film raciste. Tous les films coloniaux n'ont pas eu une envie d'être racistes. Ils ont même certains essayé d'avoir un regard progressiste parfois, mais en reprenant des codes du colonialisme, par exemple. c'est ça. Ça aussi, c'est une question compliquée, la question de savoir déjà jusqu'à quel point tout racisme est intentionnel. On sait bien que non. On sait bien que non. On sait qu'il y a tout un racisme d'habitude, de routine, d'automatisme qui ne relève pas d'intention mauvaise. Bon. Film colonial, c'est autre chose, parce que là, il s'agit bien, dans l'univers du cinéma, d'essayer de faire émerger la notion d'un genre dont le paradoxe est qu'il s'ignore et qu'il est ignoré plus largement par la critique aussi. Et ça, c'est très important parce qu'on touche d'emblée au cœur de la question, une question fondamentale de la colonie, c'est que la colonie, avec une majuscule, si vous voulez, avec une capitale, la colonie, c'est le monde du déni. C'est le monde du déni, c'est-à-dire les masses commencent à la conquête de l'Algérie. Récemment, là, il y a une anecdote, un épisode avec un journaliste qui avait dit, mais vous savez, pendant la conquête de l'Algérie, des oradours, il y en a eu des dizaines, des douzaines, hein, et le type viré. Non, ça, on ne peut pas le dire. Non, et pourtant, c'était un journaliste qui avait son rond de serviette dans une émission très, très connue depuis des années et des années. Bon, alors,
ce motif du déni, là, il est en plein dans notre affaire, c'est-à-dire le cinéma colonial a prospéré, les films coloniaux, ils ont prospéré à Hollywood, en partie dans le cinéma européen pendant des décennies. Maintenant, il y a eu un âge d'or, après la Deuxième Guerre mondiale notamment, et n'a jamais été identifié comme tel. C'est-à-dire exactement de la même façon que la colonisation n'est pas identifiée comme massacrante. Voilà, colonisation, ses avantages, ses inconvénients, etc. Bon, voilà. C'est le même truc, c'est le déni. Donc le jeu de mon bouquin, si vous voulez, c'est d'essayer de faire émerger cette notion, en faire apparaître l'évidence de l'existence d'un genre qui est le film colonial. Et qui lui aussi, comme dans la grammaire des espèces, il a ses règles, qui ne sont pas des règles déclarées, bien évidemment, qui sont des règles implicites. Il a ses façons de faire, il a une sorte de grammaire également. Voilà. Et c'est ça, en gros, le projet du livre. D'ailleurs, il y a une des grammaires, je vais montrer une photo d'un des films de votre corpus. C'est le film Khartoum, voilà. sorti en 1966. Oui, là, on est dans une grammaire. Là, pour le coup, même, ça m'a. Alors, évidemment, il y a quelque chose de très choquant. C'est Laurence Olivier. Hein, oui, oui. Voilà. Et le film date quand même de 1966. Et je me suis dit, c'est bien tardif quand même pour une telle représentation. Voilà. Je sais pas ce que. Parce que d'ailleurs, vous avez commencé par celui-ci dans votre corpus. Peut-être le plus. Oui. L'un des plus embêtants, entre guillemets, même si les autres le sont aussi sur d'autres choses, etc. Oui, c'est un des pires en ce sens que c'est là qu'on touche au paroxysme de l'inversion du récit historique, puisqu'il y a une intrigue, donc il y a un récit de l'histoire échu, et qui procède ici totalement par inversion. C'est-à-dire que les massacrés deviennent des massacreurs. Et ça, c'est une régularité dans le cinéma colonial. Et Khartoum, c'est un sommet de ce point de vue-là, cette façon de raconter l'histoire à l'envers, y compris donc les actions génocidaires ou en crypto, j'ai écrit crypto-génocidaire. C'est les autres, et nous on arrive, c'est-à-dire ici les Anglais, on arrive comme les sauveurs. Bon. Là, malheureusement, on a que l'image de Laurence Olivier, blackface, mais il faudrait l'entendre aussi quand il parle anglais. Là, c'est formidable, parce que le malheur, c'est que Laurence Olivier est un grand acteur, et comme chacun sait, et que là, il arrive à fabriquer un anglais colonial parlé par un terrible chef de bande arabe, bien sûr, et qui est plus vrai que nature, quoi. Qui n'existe pas, qui est un pur produit de synthèse. L'anglais qui parle là est un pur produit de synthèse, mais c'est tellement convaincant. Tout le monde sait que Laurence Olivier, il savait tout faire. Et entre autres, des cochonneries comme ça. C'est ça qui est malheureux. Ce qui est terrible, c'est que l'année d'avant, il jouait dans Othello, par exemple. Donc, c'est comme s'il l'avait récupéré de ce film-là exprès. Et lui, il s'est peut-être pas posé la question. Je ne sais pas s'il a regretté après, j'en sais rien. Je n'ai pas lu là-dessus. Parce que c'est vrai que, bon, 1966, quand même. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a des films plus anciens. Exemple, alors les Quatre Plumes aussi, l'une des versions des Quatre Plumes blanches, qui s'ouvre comme de Zoltan. J'ai plus le nom de famille de Monsieur Zoltan. Corda. Voilà, Corda. Qui s'ouvre ainsi. Et là, par exemple, au-delà des images, on a le texte aussi. Voilà, les derviches sont cruels. Hein, et plus bas, on a le Heroic Commander General Gordon. Voilà. D'emblée, alors là, on contextualise d'ailleurs la façon de contextualiser de façon très simple, hein, avec ces petites pages là, qui ne va pas plus loin. Après, il n'y a pas plus de contexte, hein, en fait. Hein. On l'appelait China Gordon parce qu'il a commencé sa carrière en s'illustrant dans des massacres un peu redoutables en Chine. Oui. Donc il est passé de la Chine au Soudan après. Voilà. C'est ça les belles carrières coloniales de ces gens-là. Bon, après, là, vous allez me dire 1939, mais bon, quand même, hein, c'est toujours ça. Et puis, il y a aussi une autre figure du film colonial, le film colonial progressiste, entre guillemets, ou qui veut se donner bonne conscience. Ça, on ne sait jamais derrière les vraies intentions, producteurs, scénaristes, toujours compliqué, ça. Hein. Des fois, adaptation de romans ou autre. Il y a aussi, alors j'ai pris un exemple qui est très connu aussi, un film de Robert Wise, La canonnière du Yangtze. Avec, alors bon, là, il y a volontairement mise en avant d'un personnage secondaire
asiatique qui va pas faire long feu dans le film, hein, parce que, évidemment. Et à droite, Steve McQueen, alors presque en sauveur blanc, oui, on peut le dire. Là en coach, d'ailleurs, il coach à un sport occidental, par exemple. Il y a tout un message derrière, peut-être aussi. Oui, la boxe anglaise, oui. Et alors, oui, ça, c'est un film très intéressant parce que vous avez toutes les procédures que j'appelle suture ou rattrapage, c'est-à-dire, comme au bout d'un moment, évidemment, les très lourds stéréotypes du film colonial classique commencent à être peut-être en décalage par rapport à certaines perceptions, sensations, intuitions du public, parce qu'on est quand même en pleine période de décolonisation. Alors, il faut mettre des filets, il faut disposer des filets. Alors, un des filets ici, c'est que donc le chinois, l'asiatique ici, qui est un plébéien, qui est joué par un japonais. Qui est joué par un japonais. Oui, 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 un japonais, oui, exactement. Eh bien, c'est l'ami du blanc. Dans le film colonial classique, il ne peut pas être l'ami du blanc. Il est un subalterne par position. Et là, le blanc l'a adopté comme son ami. Et il est tellement son ami qu'il lui apprend les rudiments de la boxe anglaise, ça va jouer un certain rôle dans l'intrigue du film. Bon. Alors le fait que ce soit un japonais qui joue un chinois, ça c'est du grand classique. Les corps, disons, asiatiques de l'Extrême-Orient sont parfaitement interchangeables. Donc là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire jouer un chinois par un japonais, un coréen par un taïwanais. Ça dans le cinéma blanc, notamment le cinéma d'Hollywood, ça passe comme ce qui n'est plus fait depuis quelques années maintenant, quand même. Maintenant, ça devient plus compliqué, c'est vrai. Voilà. C'est tout à fait vrai. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est typiquement la canonnière du Yangtze, c'est typiquement ce que j'appelle ça reste entièrement un film colonial puisque toute l'intrigue est construite autour du personnage blanc, les autres sont des comparses, les racisés sont des comparses, mais les relations entre eux ont changé. Donc il peut y avoir de l'amitié entre un blanc et un racisé, disons, on peut plus ou moins ironiquement dire c'est un progrès, mais ça ne change au fond rien à la matrice du film colonial. Ça reste un film colonial de A à Z. D'ailleurs, là, c'est intéressant, cette image que vous avez choisie, elle est très intéressante parce que, ne serait-ce que sur le plan chromatique, là, avec le blanc c'est pas seulement des matelots blancs, ils sont habillés en blanc, et vous avez ce type qui est quand même, pour un Chinois, on a quand même dû lui mettre une sacrée couche de fond de teint, parce que, non, moi, mon épouse, elle est chinoise, elle n'est pas foncée comme ça, je vous assure. Et puis, derrière, je sais pas si vous voyez la fille qui est derrière, oui. Elle ressemble davantage à une Malaise ou à une Indonésienne qu'à une Chinoise. Donc, il faut jouer. Oui. Ça, c'est travaillé quand même. Hein. Ça, c'est travaillé, je suppose. Ça se fait pas comme ça. Je veux dire, ces gens-là savent leur métier quand même. Je veux dire, les cinéastes, ils savent leur métier et donc l'indice chromatique très important. Le contraste. Le film est très travaillé là-dessus, sur la photographie et tout. Et puis la représentation, souvent aussi, des masses asiatiques face à. Voilà, il y a ça aussi. Alors, bon, malheureusement, pas que dans ce film, il y en a d'autres. Bon, il y a Zulu aussi, où on représente les attaques, ou La Proie Nue aussi, où il y a un homme blanc face à toute une. Alors, moi, je sauve dans le tas, là, j'ai tendance à sauver Zulu. Parce que Zulu montre le massacre d'une manière qui n'est pas classique dans le cinéma colonial. Montre le massacre des indigènes d'une manière qui n'est pas du tout classique. C'est un film qui est très intéressant de ce point de vue-là. Mais vous avez tout à fait raison sur la question de la masse. Alors, une des constantes absolues du film colonial, c'est que les racisés, les colorés, les foncés sont astreints au régime de la masse. Parfois, bien sûr, il y a des individus qui émergent de la masse, mais leur condition fondamentale, leur destin, c'est d'être une masse. Les Occidentaux, les Blancs, sont individualisés. Donc, on va pouvoir faire de la psychologie, des histoires d'amour, puisque ça se fait de par deux habituellement, etc., etc. Voilà. Alors ça c'est essentiel, parce que là, vous avez le rapport colonial à l'état nu. Hein. Ces gens sont, voilà, c'est comme ça, ces gens sont perçus comme une masse qu'il faut
dominer, apprivoiser, mettre au boulot, exploiter, on va tout ce qu'on veut, et nous, on est des individus. Je vous entends pas, je vous entends plus là. C'est normal, j'avais coupé le son parce que j'étais en train de manipuler en même temps pour pas faire de bruit pendant que vous parliez. Je disais justement, vous parliez à un moment d'apprivoiser. Il y a, par exemple, dans Major Dundee, il y a l'Apache apprivoisé à un moment. Oui. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Et l'idée que, il y a aussi, c'est dans L'ennemi intime, un film récent sur la guerre d'Algérie, Oui. qui est d'ailleurs presque entre film de guerre et western, hein, à un certain moment. Oui. Je vais mettre une petite image, j'ai choisi une image où on pourrait imaginer que c'est presque un film américain. C'est pas le même chapeau de cow-boy, mais c'est difficile d'imaginer que ça représente la guerre d'Algérie, pris à part comme ça. Et l'idée aussi qu'il y a ce jeune Algérien qui va être récupéré par le personnage de Benoît Magimel, qui va le libérer plus tard, soi-disant. Film ambigu, par exemple, en voyant L'ennemi intime, que j'ai découvert là, récemment, suite à la lecture de votre livre, j'ai une ambiguïté. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui m'ont beaucoup dérangé, notamment la suresthétisation aussi de certaines scènes de masse de combat, quoi. Oui. Alors ça, c'est tout le problème du cinéma français consacré à la guerre d'Algérie, qui généralement, disons, dans l'ensemble, a la réputation d'être un cinéma progressiste, c'est-à-dire qui critique les violences et les outrances de la pacification, entre guillemets, c'est-à-dire de la lutte contre les rebelles pendant toutes les années que dure la guerre d'indépendance des Algériens, mais qui, si on gratte un petit peu, est un cinéma constamment ambigu. Il est constamment ambigu d'abord parce il fait toujours des plans fixes sur une phase finalement courte, qui est celle des années de la guerre d'indépendance des Algériens, et ce qui élude toute la profondeur de champ de l'histoire de la colonisation de l'Algérie qui commence quand même en 1830. Bon, donc on ne voit pas d'où ça vient tout ça. On est dans une sorte de présentisme. Et ça contribue à la décontextualisation. Et la décontextualisation, ça va déboucher sur un autre gros plan qui est la torture. Et la torture, c'est vilain, c'est moche ce que l'armée française a fait en Algérie. De torturer, ça se fait pas. Si on est décivilisé, on ne doit pas le faire. Mais le problème, c'est que la torture ici est très largement l'arbre qui cache la forêt de ce que la colonisation française en Algérie a eu de constamment destructeur à l'échelle de la masse, et donc pas seulement ce qui peut s'exprimer dans la torture d'un individu, puisque la torture, ça se fait tête de pipe par tête de pipe, et surtout, la torture comme question politique est constamment détournée vers le plan moral. Donc les tourments de conscience du type qui, par l'enchaînement des circonstances, est amené à torturer alors que finalement c'est pas un mauvais bougre, etc., etc., etc. Bon. Et ça aboutit paradoxalement dans tout ce cinéma progressiste sur la guerre d'Algérie à la dépolitisation de la question, donc de l'enjeu colonial à proprement parler, et puis d'autre part un déplacement vers ou un recentrement vers les états d'âme du blanc impliqués dans cette affaire-là. Donc les autres, le contre-champ, je ne dis pas qu'il disparaît, mais il devient subsidiaire. Il devient subsidiaire, ça reste un truc sur nous. Qu'est-ce qu'on a? Le paradoxe, c'est ça, c'est finalement largement dans ce cinéma, qu'est-ce qu'on en a bavé, c'est-à-dire l'appeler, le pauvre type qui était embarqué dans ce circonstances épouvantables de la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'il en a bavé? La preuve, c'est qu'il en est revenu traumatisé, c'est qu'il en est revenu silencieux. C'est le fameux film de Tavernier et Rothman. Et voilà. Et l'autre là-dedans, dont les pertes ont été infiniment supérieures, ben, on perd un peu le fil, quoi. Voilà, c'est ça l'impasse, je pense, de l'ensemble, à peu près l'ensemble du cinéma. Je ne parle pas de ceux qui sont des cinémas plus ou moins inspirés par la nostalgie du temps des colonies. Il y en a quelques-uns de ce film sur la guerre d'Algérie, plutôt sur la guerre d'Indochine en général, mais sur la guerre d'Algérie, il y en a quelques-uns aussi. Je parle même pas de ceux-là, mais la plupart de films bien intentionnés, de gauche, vraiment de gauche, mais qui, au bout du compte, passent à côté de la question.
Alors, de toute façon, on est toujours à peu près dans les mêmes domaines. Alors, j'ai choisi un titre un peu volontairement, pas si rentre-dedans que ça, hein, Hollywood. Alors, Hollywood, qu'est-ce qu'Hollywood? On va dire le cinéma américain, gros blockbuster, une industrie, parce que c'est ça, hein, et fabrique du rêve, divertissement et évasion. On parlait de l'évasion parce que le film colonial, pour beaucoup, à une époque, a été une évasion, la possibilité de voir des ailleurs qu'on ne verrait jamais, etc. Comme si des gens, parfois, se faisaient une sorte, excusez-moi du terme, mais de safari visuel, hein, ce qui est un peu violent là-dessus, mais c'est vrai, ou l'industrie de l'illusion, voire du fantasme colonial. Alors, colonial, c'est intéressant parce que Hollywood a fait des films coloniaux, il y en a eu, bon, il y en a eu des films britanniques aussi, mais il y a eu aussi des films, j'ai envie de dire, coloniaux sur eux, dans leur pays, avec les premiers peuples, les natifs américains. Et il y a un film qui est assez intéressant là-dessus parce qu'il est presque, et quand je l'ai vu, je me suis dit, il est presque irréprochable. Je pense que vous savez de quel je vais parler, c'est Soldier Blue, qui pour le coup, celui-là, et c'est vraiment un film sur le papier qui se veut peut-être anticolonial, d'ailleurs, sur le papier, mais à des moments où, alors déjà, les Cheyennes sont jouées par des Mexicains, bon, là, je pense que c'était la production de l'époque. Est-ce que le metteur en scène a eu son mot à dire? C'est compliqué. Est-ce que les Américains d'origine native étaient formés pour faire du cinéma à l'époque où il n'y avait pas une invisibilisation complète, ce qui n'est plus le cas maintenant? On voit beaucoup d'acteurs. Il y en avait déjà à l'époque, hein, mais c'était très, très limité. Et il y a cette scène, à un moment, avec un Cheyenne, c'est vers la fin, hein, où il a un drapeau américain. Je me suis dit, mais pourquoi elle est là, cette scène? D'ailleurs, c'est pas du fantasme, c'est pas loin. C'est-à-dire que dans la réalité, bon, pourquoi pas? Ou peut-être était-il forcé? Mais c'est sorti. Voilà. Le problème, c'est ce genre de plan, là, sorti du contexte. On n'explique pas, hein. On ne veut pas expliciter. Ça mériterait une explicitation, par exemple, dans le film, mais pas vraiment. Ça, c'est évident. Une image comme celle-là, elle a une très forte valeur ornementale. Elle a une valeur esthétique purement ornementale, dans le pittoresque, le contraste entre l'Indien, le cavalier indien avec ses plumes et le drapeau américain. Bon, donc ça, c'est pas mal trouvé. Il y a un autre plan qui serait le plan historique. Ça crée un effet d'anticipation parce que, après tout, ces Indiens, pas forcément ceux-là, les Cheyennes, mais d'autres, les Navajos, se sont retrouvés sur le front pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale comme interprètes, enfin comme codeurs, plutôt comme codeurs, parce qu'ils envoyaient des messages dans leur langue que les Japonais ne pouvaient pas décrypter. Et d'ailleurs, vous savez que cette histoire, je l'ai apprise adolescent en regardant une série X-Files aux frontières du réel. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris et c'est réel. Voilà, c'est réel. Bon, après, donc, il y avait des histoires extraterrestres. Les Indiens, les natifs, se sont bien trouvés, en effet, à brandir, enfin, à combattre sous les couleurs américaines, mais contre les Japonais, et pas contre les tuniques bleues. Voilà. D'ailleurs, il y a une forme de fabrique du rêve dans le sens où tu as le réalisateur qui est vraiment de plein de bonnes intentions, ça se sent. Le film, il y a beaucoup de choses qui critiquent l'Amérique. D'ailleurs, c'est en parallèle avec la guerre du Vietnam, il y a tout un truc là-dessus. Et on a un peu l'impression qu'il rêve à une grande réconciliation, en fait, rien qu'avec ce plan. Voilà. Bien sûr, c'est un film, c'est le film bien intentionné qu'on peut décrire comme un anti-western ou un western antiraciste, enfin, etc. Mais le problème, c'est que dans sa structure, sa matrice et sa syntaxe, il continue à véhiculer quantité de choses qui nous reconduisent à l'archétype, à la forme archaïque du western entendu comme le film colonial, comment dire, domestique, interne, quoi, du point de vue de Hollywood, ne serait-ce que parce qu'il y a le nom de l'actrice, la blonde, la fameuse blonde qui est là, et évidemment la blonde aux yeux bleus, quoi, dont on ne peut pas se passer pour autant qu'elle est une victime. D'ailleurs, oui, c'est un peu le même destin que le personnage de la prisonnière du désert, hein, de Searchers. C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est presque faux de ma part, enfin, imprécis, certains le remarqueront peut-être, de mettre ça dans Hollywood, parce que Ralph Nelson, le metteur en scène de Soldier Blue, n'est pas passé par le circuit d'Hollywood. Hein, c'est plutôt un film plus ou moins indépendant. Donc déjà, en fait, Hollywood n'aurait jamais voulu un film comme ça, en 70 en tout cas.
Donc, Probablement. c'est intéressant Probablement. parce que c'est quand même, ça respecte des codes. On est peut-être dans une forme de, bah, c'était comme ça encore à l'époque, une forme de naïveté peut-être aussi de la part de l'auteur. Il y a plein de choses là-dessus, c'est difficile à dire. Mais pour en revenir donc au sujet ici, mais qu'on a déjà bien abordé au final, quel était alors l'intérêt des grands films d'Hollywood de l'époque, donc des westerns entre autres, hein, mais pas que, des films de guerre aussi, qui peuvent être vus aussi comme une extension du film colonial, le film interventionniste, presque, on pourrait dire, hein, parce que guerre du Vietnam, l'Amérique qui va intervenir pour sauver face, bah oui, bon, c'est la guerre froide, c'est en lien, etc. Est-ce que c'est au-delà même de l'évasion, est-ce que c'est pas aussi une tentative de la part d'Hollywood de garder la grandeur américaine un peu aussi aux yeux des spectateurs, montrer que l'Amérique est influente dans le monde. C'est aussi l'outil Oui, géopolitique ultime. ça, ce genre de film existe, bien sûr, les 55 jours de Pékin, les choses comme ça, mais bon, si on prend bon, le cinéma, évidemment, le cinéma américain, hollywoodien sur la guerre du Vietnam, il est globalement autocritique. Oui. Il est autocritique, mais avec, c'est comme le cinéma français sur la guerre d'Algérie, avec quantité d'impasses, de limites et même disons, de failles, quoi. Le point de vue de l'autre, il est rarement présent dans ce cinéma-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'âge d'or du film colonial hollywoodien, bon, hollywoodien, c'est-à-dire avec tous les moyens, c'est-à-dire tout le côté somptueux et somptuaire. Ça, il n'y a qu'Hollywood qui peut se le permettre. Ce qui est très intéressant, c'est que ça met en scène la colonisation des autres, c'est-à-dire la colonisation européenne. Les grands, les grands péplums coloniaux hollywoodiens, ça concerne notamment la colonisation anglaise. Bon, c'est Khartoum, comme des choses comme ça. Alors, c'est intéressant ça parce que ils investissent euh, comme un terrain enfin, purement décoratif, ornemental, une histoire qui n'est pas la leur. Quand c'est leur propre histoire, ça devient plus compliqué parce que bon, c'est l'affaire du Vietnam ou c'est d'autres moments enfin, l'Amérique devient le maître du monde à peu de choses près. C'est toujours plus compliqué pour eux. Mais là où ils se sentent totalement libres, là où c'est une page blanche, où ils peuvent réécrire tout comme ils veulent, c'est quand ils font la colonisation de l'Afrique par les Européens. Alors Mais là, il n'y a pas de problème. On peut faire de l'exotisme parce qu'on a tout. On a la jungle, on a les bêtes sauvages, on a les corps noirs avec les pagnes, on a des paysages somptueux, des belles de Kilimanjaro, des belles montagnes. On peut mettre là-dedans les grands acteurs hollywoodiens sous contrat, et ça fait des choses de divertissement pur pour le public américain. Parce que le public américain n'est pas impliqué. Je veux dire, l'histoire de l'Amérique n'est pas directement impliquée là-dedans. Donc, on peut y aller tranquillement et vraiment fabriquer du rêve. Là, c'est tout à fait ça. On fabrique du rêve. C'est magnifique. C'est pour ça que ça marchait. Je pense que ça marchait très, très bien. Et les metteurs en scène sous contrat, puisque ça fonctionnait comme ça avec les majors américaines. Donc le type est sous contrat, bon, tu vas nous faire un film en Afrique où c'est une adaptation de tel roman avec un cocktail d'amour torride entre un acteur et une actrice de premier plan, de premier niveau, plus tout ce que, en termes de moyens, tout ce qu'on veut. Donc il y aura un incendie dans la savane avec les bêtes sauvages qui courent dans tous les sens, etc. Bon, tout ça, on peut se le payer. Voilà. Et il n'y a pas de limite. Ça c'est très important. Il y a cette idée qu'on entre là dans un monde, qui est un monde autre, purement exotique, dans lequel on peut tout se permettre. Et pour le réalisateur, même s'il c'est une commande, hein, il fait le boulot, il a un contrat pour 5 films, bon, ça, c'est un des 5 films qu'il doit faire, donc il n'a pas trop le choix. Mais c'est des vacances en même temps pour lui. C'est des vacances. Il va prendre son pied en Afrique quand même pendant 2 mois à faire des trucs comme ça parce que je veux dire ça flatte la mégalomanie d'un réalisateur. Ça veut dire bon allez là on va faire la grande scène avec l'incendie de la savane avec les girafes et les rhinocéros qui courent.
Ah ouais, quand même, ça c'est quand même plutôt mieux qu'un truc en studio avec une scène de ménage, quoi. Donc, je pense que ça jouait aussi beaucoup sur ces ressorts-là, quoi. Là, on se lâche. Dans le film colonial, dans le tournage du film colonial, on peut se lâcher, et donc c'est là qu'on va glisser vers le thème du fantasme. Là, les fantasmes vont pouvoir se donner libre cours, quoi. Et tous les fantasmes sexuels, les fantasmes raciaux, les fantasmes du monde blanc par rapport à des mondes plus colorés, toutes ces choses-là, quoi. Mais c'est amusant parce que dans l'inexactitude de ma question d'avant, j'ai fait un transfert comme j'imaginerais que Hollywood ait pu faire ce transfert, dans le sens où, en effet, vous avez raison, la plupart du temps, c'est bon, l'Empire britannique, souvent, ou donc des pays européens qui colonisent l'Afrique. Donc l'Amérique, en tant que telle, officiellement, n'a jamais colonisé un autre pays. Parce que, voilà. Mais je me demande si c'est pas le transfert de la grandeur de leur pays a été créé par la colonisation européenne. Et du coup, ils se font, avec certains films hollywoodiens, on a l'impression qu'à ce transfert-là, pas étonnant des fois qu'on se retrouve avec du Charlton Heston, grande figure héroïque dans l'absolu, qui joue souvent ce sauveur, ce militaire, ce colonisateur, etc. Je me demande si c'est pas un transfert inconscient aussi, quand je parlais de cette grandeur géopolitique de l'Amérique, par héritage de sa construction qui s'est faite par la colonisation. Oui, là, Hollywood, pour reprendre les beaux termes, emprunte, hérite du grand rêve colonial anglais, notamment britannique plutôt, britannique. Ils adoptent ça pour en faire du cinéma. Et ça, c'est la quintessence des États-Unis. On en fait ce qui est sur le terrain a été une colonisation sanglante et sans scrupules, avec les Cecil Rhodes et compagnie, du côté des Britanniques, donc de la part des Britanniques, c'est devenu une grande rêverie en images à Hollywood. C'est très intéressant, comme vous avez raison, comme phénomène de transfert, ça. Et par contre, vous dites les États-Unis n'ont jamais, ils ont quand même colonisé les Philippines. Mais oui, là, sur les Philippines, vous ne trouverez pas grand-chose. Il y a des films, mais c'est des trucs très vicieux. En généralement, l'intrigue, elle tourne autour de la minorité musulmane. C'est des films anti-islamiques, en fait, des films qui parlent de la colonisation des Philippines. Donc, ils ne peuvent pas prendre de front comment dire, cet héritage d'une colonisation qui a quand même bel et bien eu lieu, quoi. Mais c'est très curieux ce phénomène, en fait, de transfert ou d'adoption. Si vous regardez de près, vous voyez par exemple qu'il y a tout un sous-genre dans le cinéma américain, qui est le film de Légion. La Légion, mais la Légion française, la Légion étrangère. C'est quand même un truc très spécial et très français, la Légion étrangère. Et bien, si vous pouvez faire une thèse sur le film américain de la Légion française. Et en général, c'est des films complètement nuls, mais manifestement, Hollywood avait, plutôt dans le cinéma B, les films B, une fascination pour la Légion. Il y a quelque chose qui les passionnait dans la Légion. Donc vous en avez, je ne sais pas, peut-être 12, peut-être 15, c'est encore plus, il y a de quoi faire, quoi. Bon, c'est vraiment un drôle de truc, la Légion, et je ne vois pas comment ça s'exporte, quoi. Et donc, c'est des trucs nuls qui se passent dans le désert, avec des vagues d'histoires d'amour, des machins, des dromadaires, enfin tout ça. Enfin, en noir et blanc, bien sûr, c'était dans les fin des années 30, pendant la guerre, oui, pendant la guerre. C'est très étrange ce phénomène-là. Ce côté cannibale, ce côté, cette façon de phagocyter l'histoire des autres, propre à Hollywood. C'est un peu l'histoire de l'Amérique. C'est un pays qui est très adolescent, mais qui n'a, entre guillemets, pas d'histoire avant sa création et qui, là-dessus, essaye de se construire aussi par l'héritage de l'histoire des autres. Et aussi pourquoi il y a beaucoup de films de science-fiction où ça colonise l'espace et d'autres planètes. Le fantasme est peut-être là aussi. C'est vrai que je sais qu'avec Peggy, vous avez parlé d'Avatar, par exemple.
Oui, c'est intéressant de voir cela. On y reviendra oui, peut-être un petit peu après, mais indirectement. Mais bon, dans la continuité, parce qu'il n'y a pas que Hollywood, évidemment, le cinéma du point de vue occidental. Alors, il y a eu des films britanniques aussi, hein, qui ont. Vous parliez d'ailleurs dans le livre, c'est vrai que c'est très intéressant ça. Une différence entre la France et l'Empire britannique, enfin le Royaume-Uni au sens large, c'est qu'il n'y avait pas de littérature en France, de littérature coloniale. Donc Kipling, par exemple, pour les Britanniques, et beaucoup de films se sont faits là-dessus. C'est vrai que beaucoup, et nous compris, enfin moi compris et tout, avons découvert l'Inde avec cette vision occidentale. Bon, évidemment, le oui, livre de la jungle, on pense à ça. C'est du Disney, mais bon, enfin, on voit pas oui, grand-chose du tout de la civilisation indienne hein, dans le livre de la jungle. Mais par exemple, exemple personnel, quand récemment j'ai découvert le cinéma de Satyajit Ray avec la trilogie d'Apu, la Complainte du Sentier et tout, ah ben on voit pas la même chose. Et c'est encore autre chose que les films de Bollywood qui sont l'Inde actuelle, qui font un transfert, on va dire, grand spectacle, etc. Et il y a des choses là-dessus. Renoir l'a vu de lui-même en faisant son film avec Satyajit Ray, d'ailleurs, en assistant. C'est intéressant, ça aussi. En France, on n'a pas eu ça. C'est-à-dire que ce qui se rapprocherait le plus prochement, enfin, le plus proche de la littérature, entre guillemets, dans ce genre-là, ça serait L'étranger d'Albert Camus. Mais bon, c'est oui. pas pareil non plus, quoi. Il va y avoir Non. un film d'ailleurs de François Ozon qui fait L'étranger d'Albert Camus, qui est en Ah train oui. d'être tourné au Maroc et déjà ça fait une petite polémique. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, il n'y a pas de Kipling. On n'a pas de Kipling en France. Ça, c'est vrai, parce que Kipling, c'est une institution. C'est pas vraiment un écrivain. C'était dans l'imaginaire britannique et dans le monde des lettres. Ça, c'est une pure institution. En France, il n'y a pas d'équivalent. Ça, c'est sûr. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de littérature coloniale en France. Il y a une littérature coloniale, bien sûr, qui fait l'éloge de la colonisation, qui raconte, ne serait-ce que vous avez plein de textes de Maupassant quand il va en Algérie, qui sont tout à fait passionnants. Bon, qui sont entre le reportage et la fiction. Flaubert, le voyage de Flaubert en Égypte, c'est pas triste non plus. Les bordels et le reste, voilà. Mais c'est là, non, ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement britannique lié aux mythologies anglaises et de la grandeur de la Grande-Bretagne, enfin l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, et qui passe par Kipling. Constamment, ça passe par Kipling, et ça, on n'a pas l'équivalent. C'est certain. C'est une différence, une grande différence. Qui se retrouve en partie dans le cinéma, sans doute. Mais ça, je n'ai pas étudié ça de près. Il faut regarder tout ça. Ce qui n'empêche pas la France d'avoir eu des films d'inspiration coloniale. Alors Oui, il y en a un quand même dont il faut parler, c'est celui-ci. Alors j'ai choisi volontairement une photo qui ne représente pas spécialement le film en lui-même, mais qui dit beaucoup de choses. C'est donc La Légion saute sur Kolwezi de Raoul Coutard. ah oui, ah oui. Qui est pour moi, alors je suis qualifié en off avec un ami, j'ai dit c'est un film giscardien. Et d'ailleurs, Oui, oui, on, on voit Giscard. Et là, en termes de représentation historique tronquée, voire revisitée, c'est quand même pas mal. oui, Le film a zéro contexte. oui, Voilà. oui, Zéro absolument. contexte. Et Absolument. Puis c'est bien ça, embêtant quand même. c'est un des derniers films, disons, coloniaux classiques, en ce sens, qui raconte l'histoire à l'envers. Sans complexe, sans problème, et sur un mode d'héroïsation du blanc qui saute sur Colvézi pour sauver les pauvres, les blancs en perdition, et aussi à l'occasion, bien sûr, quelques noirs, parce qu'on a le cœur large. Hein. Ça, c'est non, non, ça c'est un film assez étonnant dans sa tardivité même, je dirais. Oui. Mais c'était après, je crois, il y avait le scandale des sortes des bijoux. Je sais pas si ça a un lien. Je sais plus si Non, c'est. les bijoux de Bokassa, oui, Ouais, les c'est bijoux de pas. Bokassa, c'est Centrafrique, c'est pas la Ça, même chose. ça va. Mais bon, Giscard avec l'Afrique, on connaît l'histoire aussi, hein, quand Voilà, même. ça reste les affaires africaines. Oui, C'est vrai que c'est un film, alors je crois d'ailleurs, qui a été adapté d'un roman, vous l'avez dit dans le livre, hein, oui, de quelqu'un qui a été très sympathisant Front National, donc oui, c'est oui, compliqué oui, quand même. C'est oui. compliqué. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que l'un des scénaristes, et récemment j'en ai parlé sur la chaîne d'un ami, avait scénarisé La Traque 5 ans avant, la Traque de Serge Leroy. C'est un film rien à voir, qui se passe dans la campagne. En gros, on a des hommes notables et tout qui traquent une jeune anglaise dans une partie parce qu'ils l'ont violée et qu'elle veut parler.
Voilà, c'est un film assez dur, mais qui. Vous l'avez vu, la traque? J'ai vu ce film. Voilà. J'ai un souvenir pas très précis, mais oui, je l'ai vu. Oui, oui, oui. C'est un film, voilà. Alors c'est marrant, c'est le même scénariste. Alors, bon, après, c'est sûr que le bouquin de base. Et c'est vrai que dans ce film-là en particulier, je me souviens des films qui m'a le plus dérangé frontalement quand même dans pas mal de ces découvertes de votre corpus. Oui, puis en plus on n'y croit pas. Enfin, il y a des choses, on n'y croit pas. Quoi. Ça défie avec des personnages dont Oui, c'est de on la n'a rien à propagande. fiche. Oui. Oui, oui, le côté propagandiste ressort quand même. Bon, puis c'est adapté, oui, là, maintenant, c'est quand même adapté d'un livre, enfin, je sais pas, de Pierre Sergent, qui était un des dirigeants de l'OS pendant Mais la en plus, monarchie. Donc c'est pas rien quand même. Ouais, en plus, oui. Ouais, ouais. oui. Je pense qu'il a dû fréquenter Le Pen et tout. C'est Ah, probable. bah, c'est sans doute un des inspirateurs de Le Pen, oui. Ouais. Et puis il y a le cas très intéressant. Celui-là, il est très intéressant ce film. Il est peu connu. Hein. Il est disponible que Oui, dans des qualités assez médiocres d'ailleurs. C'est Élise ou la vraie vie de Michel Drac, oui, qui oui, d'ailleurs est co-scénarisé par Claude Lanzmann. C'est très oui, tout intéressant. à fait. Oui. Et c'est un film alors, qui parle pas directement de la guerre d'Algérie, mais quand même, mais qui parle de quelqu'un qui a immigré en France et qui subit le racisme local, sauf de la part, alors, d'un frère militant et donc de cette dame dont le frère est militant, et une histoire d'amour va naître. Ce qui était très très rare à l'époque, une histoire d'amour entre guillemets mixte, ainsi, montrée à l'écran. C'est un film qui regorge d'intérêt, même si, là encore, on est d'un point de vue occidental avant tout. Euh, oui, enfin, c'est vraiment le contre-champ. Moi, Ouais, j'ai choisi de parler de ce film d'abord parce que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Michel Braque, qui est un cinéaste sous-évalué, bien sûr, et parce que c'est un des rares films sur la guerre d'Algérie qui montre vraiment le contre-champ, c'est-à-dire que la personne de l'ouvrière française, blanche, et de son ami amant algérien, qui est un militant, qui lui qui est pas seulement un ouvrier, qui est un militant nationaliste, ils sont à égalité dans le film. Lui n'est pas un comparse et elle, l'héroïne, ils sont les deux protagonistes principaux. Bon. Et donc, la beauté du film, c'est qu'en permanence, il nous fait passer du champ au contre-champ, c'est-à-dire les choses vues par les yeux de la fille ouvrière française blanche qui se fait invectiver par ses collègues blanches comme elle, parce que dit qu'est-ce qu'il a dû sortir avec un arabe, c'est pas possible, c'est folle, ça se fait pas, etc. Et puis, après, le point de vue de l'Algérien avec ses camarades, leurs problèmes avec la police, la clandestinité ou la semi-clandestinité des militants, etc., etc. Donc, il y a ces échanges perpétuels qu'on ne trouve pas dans d'autres films, dans à peu près la totalité des autres films sur la guerre d'Algérie. Bon, et pourquoi est-ce que Drac peut faire ça? Bon, là, je m'avancer dans une explication qu'on peut discuter. À mon avis, pourquoi est-ce que Drac peut faire ça? Il peut faire ça parce qu'il est un rescapé lui-même de la Shoah. ouais. Et que il a passé la frontière suisse, gamin, avec sa mère, clandestinement. Donc il connaît la musique, je veux dire, de ce point de vue-là. Existentiellement, il connaît la musique. Et ce qui est la beauté, la grande beauté de son cinéma, et notamment de ce film, c'est cette capacité d'épouser le parti de l'autre ou de transférer sa propre expérience, au lieu d'en faire une singularité absolue, ça crée l'empathie qui lui permet de se mettre à la place du militant algérien dans ce contexte-là, qui lui-même a été traqué par la police française, et etc., etc. Bon, la beauté du film, c'est ça, c'est cette capacité d'épouser le point de vue d'un autre dans une autre situation, mais qui fondamentalement se retrouve à la même place qui a été la sienne quand il était gamin, recherché par la gendarmerie française en tant que juif. Voilà, non, C'est une histoire vraie, c'est un d'ailleurs. très beau. Ah bon, ça vient, c'est le roman de Claire Etcherelli, bien sûr, Voilà. c'est à la foudre. Mais le film de Drac est magnifique aussi. Et c'est vrai, vous avez raison, il est passé au perte et profit. On ne le voit pas beaucoup. Hein. Ah oui. Ouais, ouais. Et comme il n'y a plus de ciné-club par les temps qui courent, ben, voilà.
Et il passe Je pas connais- beaucoup à la télé, je pense. Moi, je sais pas si est-ce qu'il passe non, pas. Je sais je pas si connais des gens qui pourraient enfin, ça pourrait être intéressant de le remettre en avant et si certains oui, éditeurs veulent faire des restaurations aussi, parce que je pense que c'est un film d'autant plus important aussi à montrer de nos jours, qui montre quelque oui, chose dont on ne parle que peu, même dans l'histoire aussi. Mais ce que oui, je voulais dire par point de vue occidental, c'est que finalement, ce sont quand même des réalisateurs français derrière. Même si il oui. y a quand Il y même a des c'est vrai que défauts. le Il y a des multiple point. défauts dans le film. C'est vrai qu'il y a des défauts qui viennent du fait que le réalisateur est français et pas algérien, notamment dans la façon, j'ai trouvé, dans la façon dont il fait parler les personnages algériens. Il parle un Ouais, trop beau français. Alors, je comprends bien, il veut pas leur faire parler indigène, oui, parce pour pas que ça clicher. pourrait être mal pris, ça pourrait être mal compris. Mais du coup, il parle un français trop littéraire, et donc ça va pas non plus. Mais enfin, c'est peut-être que c'est insoluble, tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Mais enfin, c'est un défaut mineur du film et qui conserve quand même avec tout ça son originalité absolue. Il n'y a pas son équivalent Ah oui, et, ça c'est et vrai. sa qualité. Là, moi, j'aime pas trop les motifs de l'humanisme, bon, mais là, il y a une qualité humaniste dans ce film que je le dis sans réserve, qui est rare, qui est vraiment rare. Puis surtout, on a un réalisme quasi naturaliste de certaines Oui. scènes, voilà, Ah oui, bien sûr, même dans bien les sûr. usines et tout, on sent d'ailleurs, de ce que j'ai compris, ils ont tourné vraiment dans les conditions, ça n'a pas été facile. Ils se sont mis dans des conditions quand même, Bien donc sûr, c'est bien sûr. et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'acteur principal, Mohamed Chouik, avait dit que c'était une très bonne expérience pour lui. Donc déjà, en tant qu'acteur algérien, il en est Mm. ressorti de là conquis. Et Mm. derrière, il est même devenu réalisateur. Donc, je pense que ça lui a peut-être donné la possibilité aussi de faire son cinéma de son Oui, point de vue. Voilà, donc oui, c'est probablement ça aussi qui est intéressant. Et alors, on peut rentrer là, c'est là où c'est presque en moitié polémique, parce que de toute façon, il faut aussi. Moi, quand j'ai lu votre livre et que j'ai vu ou revu certains films, je me suis aussi questionné sur moi-même. Notre regard sur le cinéma, quand on grandit, quand on vieillit, évolue. Et c'est normal. On voit certains films adolescents, quand on a la vingtaine, on ne se pose pas forcément les questions. Donc, et malgré tout, on aime ou on a aimé cela. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va plus aimer non plus. C'est compliqué. Des fois, on a peut-être cette confrontation interne, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aime. Par exemple, la canonnière du Yangtze, j'ai beaucoup aimé. Bon, pas, j'ai aimé, parce que Robert Wise, en plus, c'est quand même un réalisateur qui a su tout faire dans sa carrière, et parfois, donc, ça, il s'est mué dans beaucoup de choses. Mais voilà, une fois qu'on a aimé ou qu'on peut aimer et tout, le on, c'est tout le monde. Hein. On, c'est moi, c'est vous, je sais pas, peut-être vous, peut-être plus jeune aussi, vous avez aimé certains de ces films-là. Mais l'important maintenant, elle est dans la prise de conscience, le temps de la réflexion. D'ailleurs, vous en avez parlé aussi, je crois que c'est qu'il aimer un film ou pas, peu importe. L'important, c'est, on peut aimer ou pas aimer un film. L'important, c'est de réfléchir sur le film en question. Est-ce qu'il veut essayer de transmettre ou ne pas transmettre d'ailleurs? alors, je vais vous donner des secrets de fabrication, si vous voulez. Moi, si c'était un supplice pour moi de regarder ces films, c'est-à-dire si j'étais rivé sur leur idéologie toxique, et donc je m'étais infligé, vraiment infligé la torture d'en regarder des dizaines et des dizaines, alors même qu'il me donnerait envie de vomir et rien d'autre, je serais un masochiste de première importance quand même. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi j'ai ma journée de boulot. Aujourd'hui j'essaie de faire des choses, d'écrire sur des trucs, des choses comme ça. Enfin je fais mon boulot, quoi. Je continue mon boulot même si j'enseigne plus. Et le soir j'ai besoin de me détendre. Donc je regarde un film et regarder pendant toute la période de préparation de ce livre, regarder un gros film colonial du genre Khartoum, etc. C'est pas une torture du tout. Mais je veux dire, il y a pas de, il y a pas de, il y a une certaine tension, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de prendre son pied à regarder un gros truc comme ça et en même temps exercer sa faculté critique. Moi, c'est mon métier, donc je combinais parfaitement les deux. Je regarde Khartoum, j'admire la performance de Laurence Olivier, je me dis quand même quel salopard, mais en même temps, je dis bravo l'artiste, il n'y a pas de problème. Je dis c'est un gros vendu, il a vraiment
Laurence Olivier, quand il a tourné ce film, je pense pas qu'il l'ait fait par intérêt économique, qu'il avait besoin d'argent pour finir le mois. C'est pas le genre, c'était pas le genre. Et il l'a fait quand même. Bon, donc c'est pas bien. Donc quelque part, il y a une défaillance morale, disons, de son côté. Mais en même temps, ça m'empêche pas de regarder, d'admirer d'une certaine façon la performance perverse de l'artiste. Donc, et les grandes scènes de combat, les machins, quand même, ils sont gonflés de raconter l'histoire comme ça. C'est de la pure falsification, c'est du négationnisme colonial à 120%. Tout ça, c'est des réflexions que je me fais en regardant le film. Mais en même temps, le côté ornemental, exotique, les bêtes sauvages qui courent et tout ça, ça m'enchante. Ça m'enchante absolument. Mais ça, c'est le principe, c'est le base du cinéma. Je veux dire, on doit avoir cette capacité de se dédoubler, sinon c'est pas la peine de cultiver cette proximité. Ou alors, ça, c'est des gens qui sont dans la pure consommation, c'est-à-dire dans l'addiction des séries. Alors ça existe, hein, des gens qui sont purement addicts, ils regardent les trucs, ils les consomment comme ils mangent du popcorn et tout ça. Bon, mais nous, je pense que vous aussi bien que moi, on n'est pas dans cette relation. On a la capacité de prendre du plaisir à regarder un film, tout en élaborant une approche critique de ce film. C'est ce que vous-même, quand vous faites, j'imagine, quand vous faites votre émission, c'est ce qui vous permet d'en parler, tout simplement. Et de pas en parler simplement comme le font nombre de crétins de journalistes en disant comme c'est beau, comme c'est génial, comme ce réalisateur est intelligent, et blablabla, etc. Vous avez une approche critique, vous avez une distance critique. Voilà. Faut pas, on peut à la fois être féroce après dans le commentaire qu'on va faire d'un film et ne pas avoir boudé son plaisir quand on a vu des morceaux de bravoure. Et Dieu sait que le cinéma colonial nous propose des morceaux de bravoure où on voit les bêtes courir, quoi. Voilà. Et les gens et les primitifs qui dansent, là, les dans la derrière. Là-dessus, il y aurait tout un papier à faire sur les danses primitives dans le cinéma colonial. Et puis l'idée du dialogue aussi, parce que bon, moi c'est mon métier à côté, je suis enseignant et je parle de cinéma directement Voilà. dans ma matière aux élèves. Quand l'autre jour je les ai fait réfléchir sur un extrait d'Autant n'emporte le vent, c'était plus sur la relation homme-femme, hein, voilà. Bah, c'est intéressant d'avoir leur regard aussi aujourd'hui, on en discute, on confronte et c'est intéressant. C'est comme quand récemment j'ai découvert Mandingo de Richard Fleischer, que je devais voir depuis longtemps. Très intéressant de voir un film bien âpre qui montre frontalement certaines choses, pour le coup, en 1975, il fallait oser le faire, même si on était déjà après la ségrégation, il fallait quand même oser le faire, et contraster cela avec d'autres films, même plus récents comme Django Unchained de Quentin Tarantino. Il y a toujours des... Et c'est intéressant de voir ce qui est fait pour, on va dire, passer un message, ou ce qui est fait pour un petit peu rentrer dans le spectacle, ou un peu des deux d'ailleurs, ce que Tarantino a très bien fait, hein, à la fois dénoncer, mais avec le grand spectacle derrière. Voilà. Après, c'est l'héritage aussi, l'héritage du grand spectacle et les films coloniaux font partie de ce grand spectacle que tout réalisateur américain de nos jours, je pense, a dû aimer plus jeune aussi. Voilà, les westerns aussi, western ou cinéma colonial, c'est un autre versant parfois. Oui, mais souvent, quand les ficelles sont énormes, je sais que dans le cinéma colonial, les ficelles sont souvent énormes. Bah, ça donne envie de rire, en fait. Quand on détecte les ficelles tellement énormes, moi, ça me donne pas envie de pleurer. Je rigole, je me dis là, quand même, il va fort. Et puis, ça m'amuse, quoi. Donc, ça fait partie de l'agrément de la chose, de détecter tous les trucs, enfin, invraisemblables, quoi. Et puis, on rigole. On ne peut pas tout prendre au tragique. Ça n'empêche pas ensuite de faire un commentaire au vitriol, mais c'est le cinéma. Donc le cinéma, c'est quand même, on ne peut jamais oublier que on va jamais regarder un film par devoir, ou à 100% par devoir, c'est pas possible. Là, ça devient, comment dire, une ascèse un peu trop exigeante. Et du coup, c'est cette ouverture-là. C'est vrai que alors, vous avez fait un livre qui s'appelle Ce que peut le cinéma, coécriture. C'est le dialogue avec Jean-Gabriel Perriot. Voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce que peut ou doit maintenant? Parce que c'est vrai que la question, c'est que parfois, on peut se demander. Alors, bon, certains auteurs, je pense, le font. Ce que doit faire le cinéma, creuser l'histoire
Voilà, je prends un exemple. Alors, récemment, j'ai vu un article, je sais plus, je crois que c'était sur Euronews, hein, qui mettait cela, l'exemple du cinéma français qui, ces dernières années, voilà, commencerait à assumer son passé colonial. Alors, à peut-être, selon les œuvres, parfois à nuancer, parce que Tirailleurs, bon, il y a une intention, mais je trouve que le film passe un petit peu à côté de certaines choses. Ni chaîne ni maître, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sorti l'année dernière, l'histoire Ouais. de l'île Maurice, du marronnage dans l'île Maurice, fait par un réalisateur d'origine, alors je crois à moitié mauricienne, et il y a des choses intéressantes, mais avec quand même le trope d'avoir des acteurs français connus comme Camille Mm. Cotin, Benoît Magimel pour jouer Mm. les maîtres esclaves, donc c'est des méchants, hein, mais quand Mm. même. Mais il y avait quelque chose, notamment une fin remarquable qui reprend corps avec les racines. Alors Fanon, je ne l'ai pas vu récemment, mais je vous en avais parlé par mail, il y a un autre film qui est très important actuellement, c'est, pour moi, hein, celui-ci, c'est donc Zion, un film Oui, antillais guadeloupéen, non. Ça, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment envie de le voir, oui, celui-là. Oui. qui a de ce point de vue-là, parce que je sais que vous avez écrit d'ailleurs sur les Antilles, il me semble, hein. J'ai écrit il y a très longtemps, oui, un bouquin. Mais du coup, c'est la question qu'on se pose, est-ce que, enfin, le cinéma peut aujourd'hui, à toutes les armes, je pense, aujourd'hui, de creuser l'histoire, si on lui en laisse la possibilité? Bien sûr qu'aujourd'hui, on voit émerger un cinéma minoritaire qui se situe distinctement du côté du décolonial. Ce serait plutôt dans le documentaire aujourd'hui qu'on voit ça. Il y a beaucoup de films où l'inspiration décoloniale est massive, évidente, etc. C'est plus compliqué pour les fictions parce que c'est des questions de production. C'est des plus grosses productions, donc il faut trouver des producteurs qui acceptent de se lancer dans ce genre d'aventure et dans le climat politique actuel, c'est toujours plus compliqué. Bon, en France du moins, aux États-Unis encore plus. Bon, mais c'est évidemment maintenant ce qui est en train de se dégager. Et là, il ne faut pas hésiter à se déplacer du côté des cinémas minoritaires qui, tant bien que mal, essayent de se produire dans, dans, dans le sud global, notamment, dans les pays du sud global. C'est de là que viendra, je pense, l'élan principal. Mais pour autant que ces films puissent trouver des moyens de production, vous remarquerez que les bons films subsahariens qui nous arrivent aujourd'hui, notamment des anciennes colonies françaises, euh, l'essentiel de la production, elle reste française. Hein. Donc, on n'en sort pas, quoi. On n'en sort pas. Tant que ce cinéma-là ne trouvera pas des moyens autochtones, locaux, bon, ben, les limites seront là, puisque finalement, en dernière analyse, ce sont des producteurs européens qui tiennent les cordons de la bourse. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, il y a récemment eu l'exemple de Dahomey, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce Oui, documentaire de oui, Mati Diop, oui, oui, très qui, bien. qui a bénéficié, pour le coup, d'une coproduction française et d'une aide Oui, française. Voilà. oui, oui c'est un bon film, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que Mais bon, le décolonial trouvera son inscription dans le cinéma français, européen, en général, c'est tout, mais ça va prendre du temps, c'est certain. après, d'autres ont tenté, hein. Il y a, de mémoire, il y avait Soleil Haut de Med Hondo aussi. Ah Alors, oui, mais ça c'est le début du grand cinéma africain, c'est magnifique ça. Mais Rondo, c'est bien fait quelques autres aussi, ça c'est magnifique. et du La coup, la Noire question. 2, La Noire Alors, 2, vous connaissez ce film? oui, La Noire 2, oui, 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 de Sam Ben. Magnifique, ça. Et alors, la question, c'est, alors, en renversement, parce que bon, le cinéma peut creuser l'histoire et ouvrir un peu les consciences, enfin, faire naturellement réfléchir, même si chaque personne peut réfléchir devant un film, quel qu'il soit, de toute façon, voilà. Mais alors, question pas si polémique que ça, alors, quid du cinéma colonial d'aujourd'hui? C'est vrai que vous avez fait cette émission où, avec Peggy du Rayon Décalé, il y avait une comparaison entre Autant n'emporte le vent et Avatar. Alors, Avatar, on peut dire ce qu'on veut, parce que Cameron, il n'a pas des envies négatives. Enfin, c'est quelqu'un qui. Voilà. Mais il reprend les tropes du cinéma colonial, pour le coup, en montrant des Américains coloniser une autre planète, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, le cinéma colonial aujourd'hui, le film colonial aujourd'hui, existe-t-il encore, selon vous? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme évolution géopolitique, vu l'évolution géopolitique actuelle, tout à l'heure vous en parliez, avec Donald Trump, j'imagine qu'il va y avoir plus de fonds donnés à certains auteurs
qui feront certains films. Mais bon, est-ce que pour autant, il y aura une résurgence dans ce cinéma colonial? Peut-être que c'est dépassé, tout simplement. Il peut y avoir, j'ai pas d'exemple en tête, mais on peut parfaitement imaginer que dans un contexte de régression politique, hein, comme celui qu'on a aujourd'hui, et notamment sur tout ce qui concerne les enjeux de la mémoire de la colonisation, on est en cinéma de nostalgie de la colonisation qui émerge, favorisé évidemment par des milieux culturels et politiques en phase avec ce type de cinéma. Ça, ça peut tout à fait se produire. Je veux dire ce qui serait l'équivalent de ce qu'est la totale dégradation aujourd'hui des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, enfin, je veux dire, on voit comment la caste dirigeante jette de l'huile sur le feu sur cette chose-là. Ça peut parfaitement se transférer dans le monde de la culture et donc de l'industrie cinématographique. Il y aura toujours des producteurs qui est que pour fabriquer des films à la, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Schlumberger, film de Schlumberger sur comment ça s'appelle, j'ai oublié, sur l'Indochine, sur la perte de l'Indochine. Ben par exemple, on a une boîte de production en France, hein, bon, je peux donner son nom, hein, c'est Sage, qui, je crois, est en lien avec le Puy du Fou, plus ou moins. Bon, je simplifie notamment, et qui a fait, par exemple, Vaincre ou Mourir. Alors, bon, c'était sur l'histoire vendéenne et tout, mais en glorifiant quelque chose que tu n'es pas spécialement réaliste, quoi, on va dire. Oui, mais ils peuvent nous faire la même chose sur l'Algérie, bien sûr. Ouais. Donc, en attisant la nostalgie, en falsifiant évidemment le passé colonial. La seule chose dont je suis assuré, c'est que ça peut pas faire des bons films. Ça fera pas de bons films. Parfois, je veux dire, parfois on peut faire des mauvais films en défendant des causes douteuses, mais là, j'en doute. J'en doute. Parce que ça ne reposera que sur des clichés. Au sens où Naissance d'une nation est quand même un grand film envers et contre tout et qui promeut la pire des causes. Donc là, ça, non, il n'y aura pas de Naissance d'une nation fondée sur cette nostalgie néocoloniale d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que, bon, par exemple, aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump, qui vient donc, grosso modo, là, on a appris ça dans les infos, relever les droits de douane sur tous les films étrangers, parce qu'il a peur d'une ingérence étrangère aux États-Unis par le cinéma. Parce que comme si l'impact du cinéma étranger aux États-Unis était important, déjà, ça se saurait, hein, parce que finalement. Mais ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'ère Reagan, il y a eu toute une production de films, alors pas de films coloniaux en soi, mais des films, par exemple, de guerre, interventionnisme. On peut penser à Rambo 3. Il y a même Rocky 4, un petit peu qui flirte sur cette idée de guerre froide un peu stéréotypée. Est-ce que c'est plutôt vers ce genre-là? Je ne sais pas si aux États-Unis, vu que bon, il y aura peut-être des westerns un peu plus révisionnistes qui vont être produits, quoi. Voilà, c'est peut-être l'un de... Oui. J'ai du mal à imaginer, mais tout est possible. Vu que ce qui s'est passé dans la sphère politique aux États-Unis avec l'élection de Trump était à peu près inconcevable, des gens raisonnables ne pouvaient pas imaginer des choses pareilles, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans la sphère de la culture aussi. Donc oui, c'est concevable, mais j'ai du mal à enchaîner là-dessus, quoi. Ça me donne pas particulièrement d'idées. Mais tout est maintenant, on vit sous un régime d'histoire en général où tout est possible. Si Gaza est possible, si la destruction de Gaza était possible, si l'arrivée de Trump, le retour de Trump a été possible en majesté, donc beaucoup d'autres choses sont possibles, y compris un nouveau cinéma blanc content de faire de lui ouvertement suprémaciste. Oui, pourquoi pas. Avec de très très méchants Chinois, il y aura forcément des très très méchants Chinois dans ces films-là. Ou alors plein de terroristes islamo. Des terroristes, oui, bien sûr. Des terroristes. Mais il y a déjà eu, mais bon, après le 11 septembre et tout, mais voilà. Mais est-ce que, par exemple, on finira là-dessus, après, petite conclusion sur vos futurs projets, mais par exemple, je ne sais pas si vous suivez la saga Marvel super-héroïque,
si vous en avez vu, il y a eu quelques polémiques sur certains films, notamment Black Panther, qui était censé être très produit, Black Lives Matter et tout, mais derrière, qui promouvait peut-être quelque chose d'un peu voilà, très américano-centré quand même sur un pays imaginaire en Afrique, le Wakanda. Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai pas suivi vraiment. Non, ça va trop vite pour moi, ça. Je regarde des trucs plus anciens, mais j'ai pas. J'ai même pas le goût, quoi. Vous savez, il y a quand même le présentisme forcené aujourd'hui, c'est-à-dire pour les jeunes, les gens de la génération de mon fils qui a 28 ans, t'as pas vu ce truc, qui fait des études de cinéma aussi, donc ah, t'as pas vu ce truc-là, mais t'es nul, enfin c'est pas possible que t'aies pas vu ça, que tu sois au courant de ça, etc. Ça, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas parce que je suis devenu trop lent pour ça. Il faut le temps de réfléchir et tout ça. Donc là, bon, je zappe, je zappe. C'est vraiment, les nouveaux romans, dans le monde des livres. Je suis pas le rythme, quoi. Il y a un moment où on suit plus le rythme et puis je crois que c'est pas si important que ça parce que les choses décantent. Il faut laisser un peu décanter. Mais oui, j'ai entendu parler de ce film-là. Euh, Mais bon, enfin, après, on peut être optimiste aussi. Il y aura toujours la contre-culture dans Hollywood, enfin, oui, ou autour d'Hollywood. Voilà. c'est ça, il faut se dire qu'il y aura toujours ce que j'appelle moi des niches, si vous voulez, ou bien ce qui vient de Foucault, des hétérotopies, c'est-à-dire des espaces autres où va continuer à vivre un autre cinéma que celui de Marvel, que celui que veut nous infliger Trump, etc. Ça existera toujours parce qu'il y a une énergie vitale qui vient de la base, qui vient sol même, je veux dire, de l'inventivité, du renouvellement des générations, etc. Et qui fait qu'il y aura toujours des gens qui, avec trois bouts de ficelle, nous fabriqueront un film qui sera magnifique parce que ils ont l'énergie, ils ont le pep pour faire ça, ils ont les idées, ils ont les nouveaux regards aussi. Bon, et donc non, il n'y a pas de raison pour faut pas cultiver un pessimisme foncier. Il y a évidemment pas de quoi être très optimiste par les temps qui courent, mais du cinéma, il y en a du cinéma minoritaire, ce que j'appelle du cinéma minoritaire, mais c'est un truc qui vient de Gilles Deleuze, du cinéma minoritaire, il y en aura toujours. Et ce sera, dans le cinéma minoritaire, il y aura toujours de la qualité, des regards nouveaux, des idées nouvelles. Et puis surtout, l'important, c'est du tranchant. Et pour la question coloniale, pour revenir sur il y aura toujours du tranchant. Et maintenant, c'est vrai que, bon, là, je parle de quelque chose qui est une page qui est en train d'être tournée, bien sûr, vous l'avez dit. Et maintenant, ce qui est important, c'est de se tenir à l'affût de l'émergence d'un cinéma décolonial. Mm. Donc, ça, c'est ma religion d'aujourd'hui. C'est le dernier, ce sera sans doute vous savez, dans une vie intellectuelle, vous avez des gens qui sont en pilotage automatique, donc ils chantent toujours la même chanson toute leur vie. Bon, ils sont pas très marrants, ceux-là, surtout dans mon domaine, en philosophie. Et puis sinon, ce qui est important, c'est de prendre quelques tournants, des vrais tournants dans son existence, c'est-à-dire de se réorienter intellectuellement dans son existence. Et donc, moi, mon dernier tournant, qui sera certainement le dernier tournant de ma vie, c'est un tournant décolonial. Et c'est ce qui a inspiré ce livre. C'est ce qui a fait que j'ai trouvé l'énergie de faire ce livre. Donc, je suis à l'affût de voir comment ça se passe chez les jeunes générations, comment ce tournant décolonial va être mis en culture dans le cinéma. Ça m'intéresse beaucoup. Là, on a ce bel exemple du film guadeloupéen Zion, donc Oui, sorti il y a quelques voilà, semaines, parce qui que en plus. j'ai bien écouté ce que vous en avez dit. Je sais pas, vous avez dû remarquer que Le Monde aussi a fait une critique très positive de ce Ouais, film. ouais. Donc ça m'a vraiment donné envie de le voir. Non pas que je suive Le Monde à la trace, mais là pour le coup, comme ça relayait ce que vous aviez dit, je me suis dit bon là il y a quand même un alignement de comètes, donc il faut que j'aille voir quoi. Et Et voilà, alors, non, je vous en prie, oui. et du coup, bon, conclusion, je sais que vous avez tout, enfin, vous avez plein de projets, j'imagine. Peut-être que même vous êtes en train en ce moment d'écrire. Est-ce que vous allez continuer à creuser, du coup, questionner, du coup, le cinéma au sens large dans vos prochains projets? Vous avez des idées en ce sens? Non, mais moi je suis pas un ingénieur, je travaille pas comme un ingénieur, donc c'est
ça vient comme ça vient, quoi. Donc là, oui, j'ai des trucs. Il y a ce bouquin-là qui est vraiment un truc décolonial que j'ai fait avec Ouria Boutedja. Je sais pas si le nom d'Ouria Boutedja vous dit quelque chose, mais c'est une papesse du décolonial en France. Donc, c'est pas pour rien que vous en avez entendu parler. Disons, il est annoncé à coup de trompette. Le premier tirage à 10 000, ce qui est devenu extrêmement rare. Donc on va le présenter dans 2 semaines dans différents lieux, etc. Bon, il y aura un petit tintamarre autour. On va se faire haïr encore un petit peu plus, mais ça c'est pas bien grave. Donc bon, j'ai ça sur le gaz maintenant, et puis voilà, j'ai un autre livre qui va sortir, mais qui est consacré non, peut-être que ça ne dit rien. Enfin, un rescapé de la Shoah en Allemagne qui s'appelle Victor Klemperer, qui a écrit un livre très fameux sur le jargon du Troisième Reich, qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich. Et donc, ça fait tout un essai là-dessus qui sortira sans doute à l'automne prochain. Bon, mais pour ce qui viendra après, je veux dire, tout ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Je peux pas parce que ça dépend, ça survient. C'est des choses qui surviennent, c'est pas moi qui planifie. Donc ça va dépendre des occasions, ça dépendra d'un bouquin que j'ai lu, ça dépendra d'un film que j'ai vu, ça dépendra de mon état de santé, ça dépendra de fils comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé alors voilà, voilà, vous l'avez trouvé. C'est ça. Ouais, vous êtes là. Alors là, vous allez voir, là, ça va. Non, parce que là, c'est elle la star, hein, c'est Ouria la star. Moi, je suis le faire valoir dans cette histoire-là. Et là, ça va, je pense qu'on on va se faire dézinguer par tous les anti-woke de la planète. Ah bah, ça a déjà commencé. il faut se faire dézinguer. Parce que d'ailleurs, comme vous le dites dans la préface de votre livre, Oui. soyons woke. Hein, soyons woke. Hein. Voilà, voilà. Donc là, ça va être. Mais je pense que c'est un livre qui va beaucoup inspirer notre cher Samir de la chaîne Microciné, voilà, par exemple. Ouais, mais on parle pas de cinéma, presque pas de cinéma. Aussi, juste pour dire, je parle d'un cinéaste que j'aime bien, et aussitôt Ouria a dit, mais non, lui, il est pas bien, donc je sais pas ce que c'est tout ce comment il s'appelle, il est un cinéaste d'origine algérienne, Rabat Amer Zaimesh. Vous connaissez Rabat Amer Zaimesh? Oui, qui a fait le gang des Bois du Temple, je crois. Ouais, j'aime beaucoup Rabat, et donc je dis du bien de Rabat en passant, et Ouria a dit, mais non. Ah Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça le ton du livre. On passe notre temps à nous disputer, et voilà. Donc c'est pas tellement clarification, ça devrait plutôt s'appeler engueulade ou dispute, mais je pense que les éditeurs n'ont pas trouvé ça bien comme ça. Mais c'est bien, des fois, des bonnes disputes clarifient les choses, c'est bien aussi. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, Alain, pour ce un plaisir. Et j'ai envie de dire, comme on le dit, hein, à la revoyure pour d'autres aventures. À la revoyure. Et comment vous allez procéder? Vous montez? Vous pouvez monter? Oui, sans doute. Bon, il y a aucun montage à faire. Là, il y a une fluidité absolue. Donc, voilà. Vous me donnerez un lien pour que je le diffuse, parce qu'on le mettra, moi, avec des amis, on a un site qui s'appelle Ici Ailleurs pour une philosophie nomade, donc on mettra le lien, bien sûr. D'accord, pas de souci. Je vous enverrai le lien dès que c'est en ligne. Et je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre gentillesse. C'était un plaisir. Et du coup, voilà, je le montre une dernière fois. Procurez-vous ce livre-là, parce que déjà, on apprend des choses, c'est toujours intéressant. Ça donne même envie de lire d'autres dans les notes de bas de page et tout, c'est intéressant parce que ça renvoie à beaucoup de choses que vous avez écrites ou d'autres choses écrites. Ça renvoie à d'autres films aussi. Et c'est une nécessité de réflexion, surtout dans le monde d'aujourd'hui, cette évolution. D'ailleurs, quand vous avez écrit ce livre, peut-être que vous n'imaginiez pas que ça allait encore évoluer au point où on en est aujourd'hui. Toujours, voilà. Le pire n'est jamais prévu. Ouais, c'est vrai. En espérant que le meilleur reviendra. Faut toujours espérer aussi. On verra bien. S'il revient, vous le verrez, moi peut-être pas. Oh, ouais, croisons les doigts. Croisons les doigts. Allez, merci beaucoup. Et à bientôt.
À la prochaine. Ciao, À ciao. la prochaine. Au revoir.